Je suis avec Sébastien de la VEQ, c'est un propriétaire d'une Spark, exactement comme le modèle qu'on a essayé dans les semaines précédentes. Et je dois vous dire que j'ai été quand même ravi de cet essai-là. Puis toi, Sébastien, ben, ça fait quand même déjà 1 an, je pense que tu roules avec ton véhicule. Exactement 1 an et 2 mois environ, ouais. Puis comment on trouve l'expérience à date? J'adore, j'en achèterai une deuxième. T'es sérieux, madame? Elle roule-tu avec un véhicule électrique aussi? J'essaie de convaincre madame actuellement d'avoir un véhicule électrique. J'ai fait installer 2 bornes chez moi, au cas où elle changerait d'idée. Ou vraiment va changer d'idée prochainement. Qu'est-ce qui t'a amené à triper sur les véhicules électriques comme ça? Premièrement, j'avais une voiture qui était une Saturn SC2 99, donc elle était vraiment vieille. Avec des panneaux de polymère. Avec des panneaux polymères, oui. Et elle consommait environ 10 litres au 100 km en ville et aussi environ un quart de litre d'huile par plein. Ça, c'était vraiment réputé des moteurs Saturn. Quand ça commençait à vieillir, on les voyait poffer. Puis en plus, c'était pas bon nécessairement pour l'environnement et ça coûtait aussi cher de gaz que d'huile, si tu veux. Quasiment, oui. Donc, j'ai acheté cette voiture-là en août 2014. Donc, je me suis départi de ma voiture, ma bonne vieille Saturn, pour acheter un véhicule électrique. Puis pourquoi les véhicules électriques? Parce que je travaille dans ce domaine-là, je suis ingénieur électrique. Et je comprends la technologie, les batteries lithium-ion. Donc, j'ai fait le design de certains produits avec des batteries lithium-ion. Et c'est quelque chose, ce vers quoi on va s'en aller dans l'avenir pour justement avoir un air plus pur, avoir aussi du fun à conduire parce qu'on a un torque instantané avec une voiture électrique. On a avec un moteur électrique qui nous permet d'avoir une accélération fulgurante. On le voit dans certaines vidéos avec la Tesla P85D, par exemple. Mais avec la petite Spark, on a le même feeling. Grosso modo, à son échelle, en fin de compte, pour le prix qu'on paye, on a vraiment un bon feeling à la conduire, en fin de compte, avec son torque aussi de 402 livres par pied. Mais ça, c'est pour la tienne. La nôtre, elle a un petit peu moins. Cette année, il faut dire qu'on a eu une petite réduction, mais c'est justement de l'innovation aussi. Parle-moi un petit peu des différences que tu as remarquées entre les deux véhicules. J'ai pas eu l'occasion de conduire la 2015. Ce que je sais dans les chiffres, par contre, c'est que la 2015 elle a 327 livres de torque. De livres-pieds de torque, contrairement à la 2014 qui a 402 livres. Ils ont changé le gearbox, en fin de compte. J'ai l'impression qu'ils avaient fait la voiture un petit peu trop forte ou trop pas fulgurante, mais trop... Ben, c'est la résistance aussi. On veut que les pièces soient capables de soutenir tout ce qui est autour parce que un moteur électrique, c'est on-off. Il n'y a pas une progression comme un moteur à essence. La minute qu'on appuie, la switch est à on, c'est parti. On a la puissance maximale qui est disponible. Si les composantes ne suivent pas autour, ça va être un petit peu difficile. Là. C'est un bon stress mécanique, en fin de compte, pour tout le châssis de l'automobile, oui, effectivement. Changement aux batteries aussi. On comparait tantôt nos deux véhicules. C'est pas les mêmes batteries. Non, la manufacturier de la 2014, c'est A123, donc qui est basé au Michigan. Et sur la 2015, c'est le LG Chem, donc, qui est un autre manufacturier, et qui fournissait déjà aussi des batteries pour la Volt, si je ne me trompe pas. Puis aussi pour la Volt 2016, c'est encore LG Chem. Là. Donc, ils vont tout transférer pour LG Chem chez GM. Il commence à avoir un peu de compétition dans le monde des batteries. Il y a de plus en plus de fournisseurs qui sont prêts justement à produire des batteries pour des voitures comme ça. Il y a un bon volume pour les véhicules électriques, puis en fin de compte, c'est en forte progression, c'est exponentiel d'après ce qu'on peut remarquer. Quand moi j'ai acheté ma voiture en 2014, on était 4000 environ. Là, actuellement, on est 7300 au moment où je vous parle. Là. Il y a quand même une bonne différence. Là. Une bonne différence, en seulement 1 an. Là. Parle-moi un peu de l'expérience avec ta voiture. Moi, les gens que je rencontre habituellement, ils me demandent toujours hey, combien d'autonomie que tu as? Es-tu capable vraiment de faire tes déplacements avec ça? Parce que souvent, les gens ont encore l'impression que ça fait uniquement 30 km d'autonomie, puis qu'on va à l'épicerie, on revient, puis c'est terminé. Je te vois déjà faire non, là, t'as hâte de répondre. Et la deuxième question, c'est toujours le prix. Les gens pensent que c'est exorbitant, encore une fois, comme prix. C'est sûr que Tesla n'aide pas nécessairement. C'est souvent eux autres qu'on entend le plus parler, alors qu'une panoplie d'autres modèles comme les nôtres présentement, qui sont beaucoup plus orientés urbaines, beaucoup plus accessibles au portefeuille, puis qui ont quand même des bons chiffres de performance. Mais comment tu vis avec les entretiens, avec l'autonomie, les déplacements, la planification des voyages? Là, j'ai plein de questions, là, mais je pense que tu vas être bien placé pour me parler de ton expérience. Pour répondre à la première question, en fin de compte, l'autonomie, c'est 80 km dans le pire des cas l'hiver. Donc, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, à moins 32 degrés Celsius. On a eu le pire hiver au Québec. Avec les bancs chauffants, la climatisation, l'essuie-glace à l'arrière, les essuie-glaces en avant, les lumières allumées, le gros kit, là. Non, quand on part à 80 km. Si j'utilise le chauffage et ça, je pourrais peut-être descendre autour de 70-60. Donc, tout à on, en fin de compte, là, comme tu le mentionnes. Ça, c'est vraiment le pire des situations. Mais la majorité des gens, ceux qui sont autour de la ville, ils font en minimum autour de 50-60 km
par jour, donc ce qui est amplement suffisant. Ça, c'est vraiment le pire des cas. Puis dans le meilleur des cas, donc cet été, quand il faisait autour de 20-25 degrés Celsius, je faisais 155 km avec ma voiture. 155, là. Moi, d'après moi, là, j'ai une conduite un peu trop performante. Là. C'est peut-être ça qui fait un petit peu mal à mon autonomie, mais à 155 km, tu te promenais mollo, là. Pas nécessairement, ça dépend. C'est sûr que elle est comme intelligente, la voiture, c'est qu'elle va se rappeler de la façon que vous conduisez. Comme j'ai eu à faire des longs déplacements, puis quand je fais des longs déplacements, j'ai fait dans des petites routes pour faire le maximum d'autonomie. Donc, mais la voiture se rappelle qu'on a été vraiment, en fin de compte, gentil, entre guillemets, avec elle. Fait que la prochaine charge, elle vous dit, OK, là, tu vas faire plus parce que tu étais conducteur émérite, en fin de compte. Tu étais vraiment mollo, en fin de compte, sur l'accélérateur. C'est pour ça que j'ai pas vraiment la même autonomie. Présentement, moi, je suis allé un peu trop dur avec le véhicule, mais c'est tellement le fun. Sérieusement, je pensais pas que c'était aussi puissant que ça. Oui, c'est déménage. Je vous dirais que la petite Spark, elle fait tourner les têtes. Lorsque j'ai eu l'occasion de l'essayer au défi à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Pour le défi, il y avait un événement pour organiser les véhicules électriques. Les véhicules électriques, c'est ça. Puis je faisais faire l'essai avec des gens là-bas, puis la petite Spark, les roues crissaient sur l'asphalte. Les gens étaient vraiment surpris de sa puissance. Là. Parle-moi un peu de l'entretien de ton véhicule. Donc, on le sait, des fois, on l'achète. Là, on n'a pas de fluide, on n'a pas d'huile, on n'a pas une panoplie d'entretiens qui sont habituellement nécessaires pour un véhicule avec une motorisation à combustion. Là, c'est quand même un peu plus simpliste. Mais là, je veux ton expérience du gars qui en a une depuis un bon bout de temps. Là. Je vous dirais qu'en dedans d'un an, la seule entretien que j'ai eu à faire, c'est de mettre du lave-vite. Pas de frein? Non, pas de frein du tout. Même j'ai des photos sur mon site web qui comparent les freins de ma conjointe, qui a une Corolla 2014. Moi, j'ai plus de millage qu'elle actuellement, puis ses freins sont en pire état que les miens. Moi, j'utilise pas les freins, je régénère en fin de compte en décélérant. Côté pneus, qu'est-ce que ça dit? Parfois, c'est des grandeurs un peu particulières, des pneus à faible résistance. J'ai même entendu parler des fois des problèmes d'approvisionnement. J'ai pas eu cette occasion-là de vérifier ça. Effectivement, l'année prochaine, il va falloir que je change mes deux pneus en avant parce que la Spark a quelque chose de particulier. Les mags ne sont pas symétriques, donc on ne peut pas faire la rotation des pneus d'avant en arrière. Fait que j'ai eu à faire quelques mois l'été dernier et tout cet été avec les mêmes pneus avant. Mais étant donné que moi aussi je me gâte, donc je suis passé à travers de mes pneus. Il va falloir que je change mes deux pneus d'avant l'été prochain. Donc ça sera à prévoir un petit peu dans le budget cependant. Oui, c'est ça. Parle-moi aussi de l'espace. La Spark, c'est petit. Moi, quand j'ai embarqué là-dedans, je me suis senti un petit peu serré, mais pour toi, c'est correct? Pour moi, ça fait amplement mon affaire. Même j'ai un fils de 8 ans, puis là, je vais au hockey de ce temps-ci avec lui. Puis je mets la poche en arrière. Étant donné que le coffre est très petit, une poche de hockey ne rentre pas dans le coffre. Ce qui rentre dans le coffre en arrière, c'est environ 4 sacs d'épicerie. C'est une petite voiture, c'est un peu comme une petite Toyota Yaris, là, dans les mêmes formats. Là. Mais je me débrouille avec ça. J'ai 2 places en arrière. Les gens qui veulent avoir 3 places en arrière, c'est pas la voiture. C'est juste seulement 2 places en arrière. Donc une 4 places. Là. Mais pour mes besoins à moi, ça fait amplement ce que j'ai de besoin. Tu es impliqué beaucoup aussi dans l'AVEQ, donc l'Association des véhicules électriques de Québec, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc, parle-moi un petit peu justement de cette association-là. Cette association-là, c'est des gens qui sont passionnés des véhicules électriques, c'est des gens qui font du bénévolat, qui donnent de leur temps pour montrer aux gens un peu, pour propager la bonne nouvelle, en fin de compte, de montrer les bénéfices d'avoir un véhicule électrique. Les gens sont... Certains manufacturiers ne peuvent pas donner une expérience comme nous, on a, parce que moi, j'ai un background d'1 an, donc j'ai été propriétaire. Puis mon avantage ou l'avantage, la mission, en fin de compte, de l'AVEQ n'est pas de vendre des voitures, c'est d'informer les gens. C'est vraiment ça la mission, puis c'est ce qu'on fait quand on fait des événements, en fin de compte. On invite les gens à venir essayer les véhicules électriques de façon gratuite. Là. Ça, c'est assez surprenant. Je connais pas grand personne qui aime partager justement leur véhicule personnel puis le faire essayer aux autres, mais vous êtes une bande de maniaques là, pour faire ça. Je vous dirais que l'impression qu'on a, c'est qu'on retrouve le même feeling que lorsqu'on a eu la voiture pour la première fois. Quand on fait essayer notre véhicule à une personne, puis qu'elle sourit, c'est le même feeling qu'on retrouve que quand on l'a essayé la première fois. Même il y a des gens qui ont des tests là, qui la font faire essayer. C'est vraiment surprenant. Là. C'est vraiment une belle communauté. C'est des gens qui sont vraiment enthousiastes et qui sont le fun à qui on aime bien travailler en fin de compte. Est-ce que tu trouves que la mentalité aussi des gens qui possèdent un véhicule électrique est différente de ceux-là qui ont le bon gros SUV américain, vraiment le style un peu chapeau de cow-boy qu'on voit parfois sur les routes? Je suis pas à l'aise de rentrer dans les préjugés comme ça, mais en fin de compte, il y a des gens que j'ai vus qui avaient justement un F-150 puis qui ont changé pour une Volt. C'est des gens qui changent comme ça. Mais je peux pas dire, il y en a que... C'est un cycliste aussi, puis il y a des gens qui font pas attention non plus aux cyclistes. Là, fait que... Un bon point. C'était ma seule question, Pierre Génoué, là, de toute l'entrevue, là, inquiète-toi pas. Parle-moi encore une fois un petit peu de la VEQ. Je veux savoir, quand les gens font des essais avec vous, qu'est-ce qu'ils vous disent comme commentaire une fois qu'ils sortent du véhicule? Ils nous remercient d'avoir notre temps parce qu'on a passé du temps avec eux pour leur montrer un peu comment la voiture fonctionnait.
C'est ce que les gens nous disent. Les gens, ils demandent beaucoup d'avoir au minimum 250 km pour se rendre à Montréal d'autonomie. Ça, c'est le gros point, donc le prix et l'autonomie en fin de compte des voitures. Mais ce que le monde ne font pas, c'est qu'ils font pas l'exercice de savoir combien de kilomètres ils font par jour. Puis surtout, si c'est une deuxième voiture, il n'y a aucune excuse de ne pas avoir une voiture 100% électrique. Quand vous avez besoin de faire des longs déplacements, vous pouvez prendre la voiture de votre conjointe ou de votre conjoint. Il y a une façon comme ça vraiment très élégante de se débrouiller en fin de compte comme ça si on veut aller à Montréal, par exemple. Mais c'est pas à donner à tout le monde. Chaque voiture est typique pour chaque personne. Exemple, on prend un représentant qui est tout le temps sur la route, je ne suggérerais pas la Spark. Là. Je vais suggérer soit la Volt, la Tesla ou une autre voiture qui va avoir beaucoup plus d'autonomie. Là. Une hybride beaucoup plus qu'une purement électrique, là. Ben, on dit que la Volt est hybride, mais en fin de compte, elle n'est pas hybride. C'est une voiture électrique assistée d'une génératrice. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Dernière question. Là, tu as ta Spark depuis un bon bout de temps. Si jamais tu aurais une amélioration que tu pourrais lui faire, ça serait quoi? Une amélioration que je pourrais lui faire. De changer les mags en fin de compte pour qu'il soit symétrique. Ça, j'aimerais bien ça pour pouvoir faire la rotation des pneus. D'être plus efficace sur le dégivrage des fenêtres. Parce que lorsqu'on dégivre les fenêtres, ça prend autour de 5-6 kW. Là. Pour vous donner un exemple, quand je roule sur la 20 à 100 km/h, je dépense environ 15 kW. Donc, vous donnez un ordre de grandeur. Puis quand on chauffe au maximum, c'est 5-6 kW. Donc, c'est le tiers qu'on prend juste pour chauffer. Là. Et voilà, le message est lancé aux manufacturiers. On sait qu'est-ce qui reste à améliorer. On s'en vient bien avec cette technologie-là. J'ai hâte de voir en disant où est-ce qu'on va être rendu. Puis écoutez, j'invite les gens justement à aller voir le site. C'est bel et bien AVEQ, donc .ca, c'est bien ça? C'est ça, avec.ca, oui. Parfait. Je vous invite à aller voir là-dessus. Puis vous pouvez faire aussi des essais gratuits. On peut vous jumeler avec des gens qui ont des voitures ou comme moi, exemple, je peux partager ma voiture pour faire un essai, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hey, un gros merci, super apprécié, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler. Bien, merci beaucoup.